Fans de sport, vous êtes sur la 3, oui, dans votre émission La Grande Team, où naturellement on vous offre 100% de sport, donc 3 fois plus de sport tout simplement. Dans quelques instants, Qatar 2022 au quotidien. Allons-y maintenant. Les coulisses du Qatar pour vous offrir 3 fois plus d'actualité, c'est parti. Suarez sans regret pour sa main contre le Ghana en 2010. C'est un geste qui restera jamais gravé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Luis Suarez sur une faute de main sur la ligne de but en quart de finale du Mondial 2010 empêchait le Ghana d'accéder en demi-finale. L'attaquant uruguayen qui n'éprouve aucun remords a été clair. Je n'ai pas à m'excuser. J'ai touché le ballon de la main et le joueur ghanéen Asamoah Gyan a eu un penalty pour gagner le match. Il l'a raté. Je n'ai pas commis d'erreur. Avait-il confié hier, le Ghana et l'Uruguay quittent malheureusement la compétition pour l'édition 2022. Élimination de la Belgique. Thibaut Courtois réagit. La Belgique, comme tout le monde le sait, est éliminée du Mondial 2022. Un passage à vide d'une génération sur le point de passer le flambeau et qui ne manque pas de susciter assez de commentaires. En tout cas, Thibaut Courtois, le gardien de but belge, s'est exprimé sur le sujet au micro de beIN Sport France. Je crois que pour nous, sortir en groupe, c'est pas qu'on voulait, mais on savait dès le début que c'était 3 adversaires difficiles. Je crois que contre Canada, le premier match, peut-être on ne méritait pas gagner, on a gagné. Le deuxième, je crois que le match nul était plus correct, mais bon, je crois qu'ils ont un peu mis plus de fin dans le match et nous, on n'a pas fait. Et donc tu perds aujourd'hui tu es avec le dos contre le mur et toujours contre un bon pays. Et je crois qu'aujourd'hui, on a montré qu'on est le pays et l'équipe qu'on voulait voir, mais le foot, n'était pas sur le bon côté. Je crois que 2 poteaux, le ballon qui ne voulait pas rentrer et parfois ça passe, c'est le foot. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut rien se regretter du match parce qu'on a tout fait pour gagner et parfois, ce sont des matchs qui peuvent terminer comme ça. Mais bon, c'est tout le deuxième match qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. On n'est pas une génération dorée, on est une génération avec beaucoup de talent, avec des grands joueurs partout dans l'Europe. Je crois qu'on a montré ça, qu'on a une Belgique qui voulait jouer, qui jouait bien au foot. Je crois qu'on a montré ça en Russie. Et je crois que les derniers 2 tournois aujourd'hui et l'Euro, on n'a pas été nous-mêmes. Et c'est un peu dommage, mais bon, on verra en mars ce qui passe, ce qui reste pas. Et on doit continuer, tu vois, le foot, ça progresse vite, ça va vite, ça passe vite. Et en mars, il y a déjà des matchs pour se classifier pour l'Euro, donc on veut être là de nouveau et avec les joueurs qui vont être là. Sortie prématurée de l'Allemagne, Antonio Rüdiger n'accuse pas l'Espagne. L'Allemagne n'a pu se hisser en 8e de finale de la Coupe du Monde. Antonio Rüdiger, l'un des défenseurs internationaux allemands, est revenu sur cette élimination. Un élément réalisé par nos confrères de beIN Sport. Oui, les deux, on n'aurait pas dû perdre le premier match, on l'a perdu, bien sûr. On aurait dû gagner ce soir, on aurait dû marquer davantage. Mais in fine, voilà, on a encaissé 2 buts. Est-ce que vous attendiez trop que l'Espagne s'impose? Non, je ne crois pas. On n'a pas eu beaucoup de réussite. On a eu des opportunités qu'on n'a pas su saisir. Et ce serait trop facile de dire que c'est la faute de l'Espagne, c'est notre faute. Voilà. Allez, j'ai fait le tour des informations concernant les coulisses du Qatar. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur la déclaration de Thibaut Courtois et de sa définition de génération dorée. Pour lui, c'est pas une génération dorée, mais c'est plutôt un effectif avec des individualités, des joueurs vraiment de haut niveau qui évoluent partout en Europe. Dago Charles. Oui, mais il parle certainement de cette génération-là. Oui. Sinon, celle que nous appelons la génération dorée, c'est celle de 2018. Voilà, celle-là, elle était beaucoup plus complète. Il y a 4 ans, ils étaient, je ne dirais pas dans la fleur de l'âge, mais franchement, ils étaient au sommet, tous autant qu'ils étaient. Mais là, ce groupe-là, il y a beaucoup de vieux. Et il y a beaucoup qui ne jouent pas, qui sont pas. Quand on prend le capitaine Eden Hazard lui-même, il n'est pas titulaire du côté du Real Madrid. Il a pris du support, tout ça. Donc, oui, je serais d'accord avec lui dans une certaine mesure, mais nous considérons que ils ont été longtemps premiers au plan mondial. Et s'il faut sortir chaque fois de cette façon-là,
c'est pas reluisant pour une équipe de Belgique qu'on a tous cru meilleure équipe du monde. Il y a beaucoup de frustration dans cette... enfin, moins de frustration dans sa déclaration, mais pour le groupe, il y a beaucoup de frustration. C'est normal quand on arrive à la dernière Coupe du Monde en 2018 à un tel niveau et que là, on sort en phase de poule, la frustration, elle peut qu'être énorme. Il n'y a pas d'autre frustration. Comme disait Dago Charles, c'est vrai que c'est une équipe vieillissante aussi. Beaucoup de joueurs ne jouent pas. Et d'ailleurs, nous, on devrait faire très attention parce que c'est un petit peu ce qui nous pend au nez, quoi. Si on rajeunit pas l'effectif, on sera dans les mêmes problématiques. Balo, sur ça, enfin, si vous voulez réagir, sinon on parle d'Antonio. Oui, mais surtout réagir sur la déclaration de Luis Suarez, dire que le karma finalement l'a frappé parce que quand je vois sa déclaration, j'ai cette image de lui en train de pleurer, les yeux remplis de larmes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il ne regrette pas, mais derrière, il a payé cher ce geste-là parce que l'Uruguay est out. Pour cette édition. Voilà. Martial Gohou, oui. Sur l'Uruguay, Balo, enfin, touchant en même temps le sujet. Moi, je pense que l'Uruguay, son entraîneur a fait mauvais coaching. Vous savez que votre résultat dépend de ce qui se passe dans l'autre match, et puis vous sortez vos armes offensives. La sortie Suarez, qui était le chef d'orchestre, et puis le buteur qui a marqué le doublé, il a sorti. Donc, naturellement, lorsque de l'autre côté, il y a l'autre équipe passe devant, eux, ils doivent marquer, il n'y a plus personne pour faire le jeu. Donc, voilà vraiment l'erreur. Quand bien même en faire rentrer Cavani. Oui, mais Cavani, vous savez, ce n'est plus le Cavani qu'on connaissait, qui était au PSG. C'est quelqu'un qui vraiment aujourd'hui n'est plus au haut niveau. Donc, je crois que l'erreur, pour moi, c'est cette erreur de coaching. Il aurait dû attendre, garder ses âmes là, sur le terrain, et puis voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Maintenant, il les sort. Là, l'Uruguay doit marquer d'autres buts pour pouvoir dépasser son concurrent immédiat, mais c'était trop tard. Allez, dans quelques instants, on va vous présenter tout simplement les résultats de toutes les rencontres d'aujourd'hui. Ça se poursuit. C'est vrai que le Cameroun mène au score 1-0, oui, face au Brésil. Mais derrière, la Suisse fait le job 3-2 face à la Serbie. Il reste quelques minutes à jouer, mais malgré ça, le Cameroun n'est pas qualifié. Mais bon, ça reste à voir. Il reste quelques minutes à jouer encore, le temps de bien voir tout ça. Sur l'Allemagne, Dago Charles, l'élimination de la Nationale Mannschaft. Non, moi je ne suis pas surpris. Le dernier Euro a montré que l'Allemagne avait des limites. Depuis leur sortie, je crois lors du Mondial 2014 au Brésil, l'équipe était déjà arrivée au firmament, au sommet. Ils ont dynamité l'équipe du Brésil 7-0. C'est la grande Mannschaft avec des grands footballeurs. Müller régnait en maître. Mais là, sur ce groupe-là, Müller est le seul doyen, je pourrais m'exprimer ainsi. Et là, même après la défaite, il a été le seul, dans un premier temps, à aller dire merci au public allemand. Parce que lui, il est déjà champion du monde. Non, mais je pense que ce groupe-là est pratique. Quand on dit une équipe est en reconstruction, je crois que c'est l'équipe allemande. Je crois que c'est l'équipe allemande, elle est jeune, elle n'est pas encore puissante. Et puis l'équipe allemande manque de véritables attaquants, de véritables tueurs comme Klose hier. Aujourd'hui, ils n'en ont plus. Ils ont encore du chemin. Et pour moi, il faut compter cette équipe-là au prochain mondial. Il y aura beaucoup plus de maturité dans ce groupe-là. Martial ? Oui, il faut dire que cette équipe allemande est à reconstruire. Oui, parce qu'après son naufrage il y a 4 ans, aujourd'hui, elle tombe. Donc je crois qu'elle atteint... Et toujours au premier tour. Oui, elle atteint vraiment ses limites. Donc il faut repartir de zéro. Maintenant, ce qu'il faut dire, parlant des attaquants, les équipes de jeunes en Allemagne jouent quand même... ont des résultats au niveau européen. Mais malheureusement, vous savez, quand on a un championnat qui est prisé, les entraîneurs allemands préfèrent des joueurs qui viennent d'ailleurs et qui sont privilégiés par rapport aux jeunes qui pointent du nez. Et ça, aujourd'hui, quand on se retrouve au mondial, ça pèse. Et donc, voilà le problème de l'Allemagne. Il n'y a plus de tueurs, il n'y a plus de buteurs, alors que dans les équipes jeunes, il y a de très bons joueurs. Oui. Mais malheureusement, en Allemagne, ils ne sont pas mis en exergue. On va chercher ailleurs.
Et voilà le problème. Et c'est un fait que vous approuvez? Oui, juste ajouter un nom, j'avais déjà parlé, évoqué ce nom-là, Youssoufa Moukoko, qui est actuellement au Borussia Dortmund, qui est un bon avant-centre, certes jeune, mais c'est un bon avant-centre. Il aurait pu peut-être être sur la liste, mais c'est dire que du côté de l'Allemagne, effectivement, il y a des ressources en termes de jeunesse pour essayer de renflouer cette équipe-là d'attaquants et de la renforcer au plus vite. D'accord. Je pense qu'on va passer, au résultat de ce jour. On va voir ensemble les résultats d'aujourd'hui. Derrière, on a encore des rencontres qui se jouent. C'est terminé. Oui, c'est terminé. Le Cameroun a battu le Brésil sur le score de 1-0. Vincent Aboubakar, le buteur, est sorti juste après pour une conduite antisportive. La Corée a battu le Portugal. La Corée du Sud de Egmundsson a battu le Portugal sur le score de 2-1. Le Ghana est tombé face à l'Uruguay 2-0. Le Cameroun vient de battre le Brésil. La Suisse a battu la Serbie sur le score de 3-2. Allez, progressivement, on va essayer de faire le débrief de toutes ces affiches. Alors, le Portugal est-il un prétendant sérieux à la victoire finale dans cette Coupe du Monde? On a passé le premier tour. Le deuxième tour arrive. Héraclide? Écoutez, je pense que là, maintenant, on va rentrer dans la vraie compétition. Et avec tout ce qu'on a vu entre les équipes, le Japon, la Corée, la Suisse, ça va être un petit peu tirer le fil, en fait. Ça va être vraiment, ça va se jouer à très peu de choses. Donc le Portugal, là, c'est un outsider cette année. Donc voilà, il va falloir voir un petit peu sur la 8e. Et ensuite, on pourra un petit peu plus parler de la profondeur du Portugal. D'accord. Allez, en tout cas, l'information majeure, je vais appeler ça comme ça, c'est que le Cameroun n'est pas qualifié parce que dans son groupe, le groupe G, on a le Brésil qui se qualifie avec 6 points, la Suisse qui se qualifie avec 6 points, le Cameroun est 3e avec 4 points et la Serbie a 1 point. Voilà, donc le Cameroun 3e, ça ne passe pas, malheureusement. Donc, 2 représentants africains poursuivent la compétition. Oui, 2 représentants africains, certes, mais félicitations et bravo aux Camerounais. Ouais. Ils sont parvenus à battre le Brésil. Nous reposions sur le seul but de Didier Drogba, la légende, face au Brésil. Je me souviens de cela. Et là, aujourd'hui, le Cameroun maintenant bat, durant 90 minutes, la grande équipe du Brésil. Ça veut dire qu'il y a du progrès au niveau du football africain. C'est déjà tant mieux. Maintenant, pour nos 2 représentants que sont le Maroc et le Sénégal, oui. Espérons que, surtout du côté du Sénégal, qui dispose de beaucoup de joueurs de valeur, qu'Aliou Cissé garde sa sérénité parce qu'il a gardé finalement beaucoup de bons joueurs sur le banc de touche en voulant garder un 11 qui n'était pas fringant. Mais là, sur le dernier match, on a vu que même les soi-disant entrants avaient de la qualité. C'est pareil aussi pour le Maroc. J'espère que les Marocains vont pouvoir nous honorer. Allez, dans la perf du jour, on va revenir sur le Cameroun. Parlons toujours du Portugal. Balo, n'est-ce pas les individualités de cette formation qui font la force de cette nation? Oui, bien sûr, des individualités avec Cristiano Ronaldo, mais pas que. C'est vrai qu'avant, lorsque cette équipe du Portugal remportait l'Euro, c'était un effectif moins flamboyant avec des joueurs comme Eder d'ailleurs qui était le buteur en finale. Mais cette fois-ci, on a plus de qualité individuelle comme Bruno Fernandes, comme Joao Félix. Donc je pense que oui, il y a des individualités, mais ce n'est pas une équipe encore impressionnante collectivement. En tout cas, pour ce que j'ai vu dans le jeu, il y a un match face au Ghana où le Ghana leur tient tête pratiquement. Ils arrivent à s'arracher grâce à un penalty derrière aussi qui est discutable pour s'imposer 3-2. Ils s'imposent face à une équipe de l'Uruguay, on va dire comme ça, vieillissante. Face à la Corée, où dans le jeu, il y a une équipe qui arrive un peu à si vous voulez, à attirer son épingle du jeu avec un jeu rapide, fait de combinaisons rapides avec un joueur comme Egmundsson. Il s'incline. Donc je pense que je ne pense pas collectivement cette équipe du Portugal capable de faire face à une équipe comme la France, comme le Brésil, qui sont, si vous voulez, pressentis comme les cadres de cette équipe-là. Donc pour moi, je ne pense pas qu'ils peuvent prétendre à une victoire finale. Et si on s'interrogeait un tout petit peu sur le travail du coach, le maître vraiment qui orchestre tout ça, est-ce que vous sentez justement son empreinte sur cette équipe? Oui,
En général, quand on a une équipe et qu'on sait qu'au niveau du groupe, il y a un peu de fissures, ce n'est pas trop homogène, on repose les attentes de l'équipe sur les individualités. C'est le cas de cette équipe portugaise. Elle compte beaucoup sur 2 ou 3 individualités. Cristiano Ronaldo, João Félix, voilà. Et donc, João Cancelo. Et ces individualités peuvent faire la différence. Et nous sommes dans un championnat, c'est vrai, c'est un championnat, c'est la Coupe du Monde, c'est un championnat, mais n'oubliez pas que c'est aussi une coupe. Et sur un match, un fait de jeu, de la part d'une individualité comme Cristiano Ronaldo et autres, voilà, on peut se qualifier. Donc quand on a en son sein des joueurs de telle valeur, il faut pouvoir les exploiter. Et il réussit à le faire. Ça, c'est vraiment ce qu'il réussit pour l'instant. Mais comme Balo l'a dit, quand il va tomber sur une équipe beaucoup mieux organisée, et ça sera beaucoup plus difficile pour le Portugal. Mais c'est là aussi, on voit aussi les grandes nations du foot. Là où c'est compliqué, quand c'est dur, c'est là où les durs passent. Donc on verra si Cristiano Ronaldo et ses amis pourront passer face à l'Argentine, la France, le Brésil, on verra. Et Nuno Mendes est blessé encore, il faut le dire. Donc là, c'est un poids, je pense que c'est un maillon important. Un maillon important de la chaîne qui est blessé, qui est sans doute forfait pour la suite. Donc là encore, c'est un effectif qui sera diminué. Alors, Héraclide, sur le joueur Cristiano Ronaldo, comment vous le trouvez dans cette campagne? C'est un petit peu... il m'a donné l'impression un petit peu comme Suarez, comme Messi. C'est des très grands joueurs, on va pas polémiquer sur ce... Voilà. Mais ils arrivent à la fin. Voilà, c'est leur dernière Coupe du Monde. Physiquement, ça commence à pêcher un petit peu. Et on le ressent, en tout cas, sur le terrain. Ils n'en font pas beaucoup comme on a pu le voir avant. Et voilà, il reste à sa position. Il n'en fait pas plus, pas moins. Il ne court pas plus, pas moins non plus. Donc malheureusement, voilà, c'est pas du grand Ronaldo comme on a pu le voir précédemment. Martial, s'agissant de Ronaldo, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est intelligent. Il sait qu'il n'est pas au mieux de sa forme. Et vous avez dû le constater, il était en souffrance dans son club, qui malheureusement l'a lâché. Et donc, il se fond dans un collectif. Parce qu'il n'a plus cette capacité-là, ce génie créatif pour faire la différence. Donc, Ronaldo joue d'intelligence, il se fond dans le groupe, il se rend utile, il essaie de faire des passes à ses partenaires. Et puis, bon, je pense que jusqu'à maintenant, ça marche. Et puis, bon, on verra la suite. Dago Charles, parlons de cette sélection. La Corée du Sud, mais qui n'a jamais rien lâché jusqu'à la fin. Battre le Portugal, quand on a vu précédemment Son pleurer comme un enfant, comme un bébé après la défaite, vraiment, mentalement, ils sont forts. Ils sont très forts. Je pense que moi, c'est la véritable équipe, la seule équipe asiatique qui m'impressionne. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette équipe a toujours battu les grands d'Europe. Elle a toujours battu l'Allemagne. Franchement, elle a créé... Lorsqu'on ne l'attend pas, face aux grandes équipes européennes, elle répond toujours présente. Le but syndique. Voilà, justement. Donc, pour moi, je ne suis pas surpris. Malheureusement, elle subit aussi ce que les nations africaines subissent. C'est-à-dire le temps des regroupements, le temps de préparation. La question générationnelle se pose aussi à son niveau, comme c'est le cas des pays africains. Mais en revanche, les Européens arrivent à sortir des générations, et ce sont ces générations qui montent ensemble et qui finalement gagnent ensemble. C'est ce qui manque un peu à cette équipe coréenne. Mais sinon, au niveau du mental, de la détermination et de la qualité, surtout de la course, elle bat tout le monde. Regardons toutes les statistiques de cette équipe-là. Elle fait toujours plus de 30 à 40 km de plus que son adversaire. Et à ce niveau, c'est Bongetia Matin qui disait comme ça qu'au football, il n'y a qu'une seule loi. C'est courir, courir et courir. Et ceux-là, ils savent courir et à fond. Bon, malheureusement, on ne les reverra plus. C'est bien dommage. Allez, oui, Martial, Son, derrière, que si, oui, parce que ça m'a fait un petit... Ils sont qualifiés, deuxième derrière le Portugal, dans le groupe H. Oui, parce que là, j'avais l'information, mais ça m'a fait un tout petit peu. Oui. Mieux. Donc, ils se qualifient avec 4 points. L'Uruguay est troisième, le Ghana quatrième. Voilà, donc Portugal premier, Corée du Sud deuxième, Uruguay troisième, Ghana. Voilà, donc on retrouvera cette équipe-là devant. On le reverra. S'agissant de la Corée, je pense que c'est à l'image du Japon. Les équipes asiatiques ne lâchent jamais rien. Elles sont là, elles mettent de l'intensité dans le jeu et du début jusqu'à la fin du match,
ces équipes jouent sur le même rythme. Et puis, je pense qu'il y a les équipes aussi de l'Asie qui ressemblent un peu, les équipes arabes qui ressemblent un peu à ces équipes de l'Asie. Quand on voit l'Arabie Saoudite, mais vraiment, elles jouent sans frein. Et donc, se donnent à fond. Et je crois que ce qu'il faut retenir pour ces équipes-là, comme elles savent qu'elles n'ont pas de grandes individualités pour rivaliser avec les équipes européennes et sud-américaines, qu'est-ce qu'elles font? Elles jouent de solidarité, elles jouent en bloc, elles défendent ensemble, elles attaquent ensemble. Donc, je crois que c'est ça, c'est là le secret de ces équipes-là, et surtout de la Corée. Alors, l'issue du match Serbie-Suisse, est-ce que cela vous étonne, Balo? Non, déjà, il faut dire que l'équipe de Serbie a déjà marqué un bon nombre de buts, 3 face au Cameroun. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un match haletant dans la mesure où cette équipe serbe sait réagir. Hein. Je pense qu'elle a pu ouvrir la marque derrière la Suisse à égaliser. Ça ne l'a pas empêché d'aller marquer d'autres buts, même si elle s'incline. Je pense que c'est une équipe avec Dusan Vlahovic, le joueur de la Juventus de Turin, qui était bien armé. Je pense qu'il y avait, même si elle est assez différente de l'équipe de Serbie qu'on a connue par le passé avec des Boris Tadic. Donc c'est vrai, mais déjà il y a une bonne équipe. Il y a une bonne équipe qui a su offensivement en tout cas exister. Je pense que le problème c'est plus défensif parce que c'est une équipe qui n'arrivait pas à avoir l'équilibre, c'est-à-dire arriver à marquer le bon nombre de buts et arriver à garder ses cages inviolées, ce qui ne lui permet pas de s'imposer face à la Suisse parce qu'elle a commencé tambour battant le match et derrière elle s'est écroulée. Pareil face au Cameroun, elle avait les manettes en main. C'est une équipe qui a été très maladroite face au but, ce qui a permis à Vincent Boubacar de sortir son lobe derrière. Donc je pense que dans le contenu, c'est pas mal, mais il faut améliorer l'efficacité offensive. Il faut pouvoir être capable de mener le match de bout en bout sans fléchir à un certain niveau. Moi, je dirais plus le contraire. Parce que face au Cameroun, cette équipe a mené 3 buts à 1. Elle aurait pu, une grande équipe européenne aurait su tactiquement conserver son résultat. Elle n'a pas su conserver son résultat. Donc, offensivement, elle joue bien. Mais au niveau du milieu de terrain de la défense, il y a vraiment des trous. Il y a vraiment un écart au niveau de son jeu. C'est ce qui explique aujourd'hui cette élimination. Sinon, quand on est mené face au Cameroun, on arrive à faire marquer 2 buts coup sur coup. Normalement, on devrait pouvoir contrôler la partie jusqu'à la fin. On n'y arrive pas. Je pense que même le résultat de ce soir, certainement, vous avez dit 3-2, je crois. Certainement, ça doit être de la même façon. Défensivement, il y a trop de trous, je dirais. D'accord. Allez, Féru de Sport, on se fait un petit récap. Un récap rapide avant de toucher la perf du jour. Un récap concernant les équipes qualifiées pour le tour suivant. Dans le groupe A, les Pays-Bas et le Sénégal passent. L'Angleterre et les États-Unis pour le groupe B passent. Dans le groupe C, Argentine, Pologne sont qualifiés. France, Australie dans le groupe D. Dans le groupe E, Japon, Espagne. Dans le groupe F, Maroc, Croatie qualifiés. Dans le groupe G, Brésil, Suisse. Dans le groupe H, Portugal, Corée du Sud. Allez, la perf du jour, c'est maintenant. Le Ghana, une fois de plus, tombe. Est-ce que le Ghana, finalement, Dago Charles, Héraclide, est-ce que le Ghana a un problème psychologique? Écoutez, ce n'est pas le Ghana qui a un problème psychologique, c'est le football qui est comme ça. Ce n'était pas un match comme tous les autres matchs, parce que beaucoup ont tendance à dire non, ça reste un match de foot. Un match de Coupe du Monde, d'une telle envergure, un match Ghana-Uruguay, tout de suite on se souvient de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Voilà, la preuve, on a interrogé Suarez sur on a posé la question à Suarez sur sa main. Mais lorsque le Ghana a eu son pénalty, j'étais assis avec des amis, voilà, Bazo, à qui je fais un coucou. Je leur ai dit, si le Ghana marque ce but, il marque ce pénalty, c'est fini. L'Uruguay est fini. Mais si le Ghana manque ce pénalty, ils vont s'écrouler moralement parce que le spectre de 2010, tout de suite va revenir dans l'esprit des uns et des autres. Et même de la population ghanéenne, même de nous, les Ivoiriens, un peu partout. Et ça n'a pas loupé. Donc, à partir de cet instant, quand vous loupez un tel pénalty et vous avez des appréhensions, l'adversaire gagne en confiance. Le même adversaire qui vous avait troublé moralement, il regagne en confiance et il prend le dessus. Et ça n'a pas loupé. En 10 minutes,
le Ghana s'est écroulé. Il leur fallait 10 minutes pour pouvoir se ressourcer et revenir dans la partie. Ce qui a manqué à cette équipe-là, donc, après avoir manqué le pénalty, c'est des véritables leaders, des véritables patrons pour dire on a manqué un pénalty, Ayou revient dans la partie très vite et puis on conserve le ballon jusqu'à ce qu'on retrouve ces sensations. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont jetés encore à l'abordage et tout de suite, les Uruguayens, comme des véritables professionnels, ont su que moralement ils étaient atteints. Et ils ont pu marquer 2 buts coup sur coup. Le temps que le gardien revienne dans la partie, ben, c'était déjà trop tard. Allez, et on l'apprend à l'instant, oui, information fraîche, le sélectionneur du Ghana, j'ai nommé Otto Addo, vient de rendre sa démission. Donc il a démissionné tout simplement après bien sûr l'échec du Ghana. Voilà, vous avez l'illustration après l'élimination du Ghana de la Coupe du Monde. Le sélectionneur Otto Addo a démissionné de son poste. Héraclide, commentaire. C'est malheureux que et je peux comprendre sa décision, mais s'occuper d'une équipe nationale, c'est sur la durée. Et d'accord, il a perdu, il n'a pas été en 8e, mais démissionner, c'est bien dommage parce que justement, nous, sur notre continent, on a besoin de sélectionneurs, on a besoin d'équipes qui travaillent vraiment sur la durée avec nos équipes. Il ne faut pas oublier qu'un sportif de haut niveau, c'est quand même 4 piliers. C'est le physique, la tactique, la technique et aussi le mental. Et changer à chaque fois, vu qu'en plus, nous avons des problèmes de distance, nous avons des problèmes de préparation, parce que le 3/4 des joueurs sont en équipe, dans des équipes en Europe ou en Europe de l'Est. Là encore, c'est retomber avec un nouveau sélectionneur qui va devoir reprendre encore tout à zéro puisqu'il ne connaîtra pas les individualités et encore une fois, ça va ralentir le processus un petit peu pour gagner des compétitions et gagner des matchs. Ce que je voulais dire, c'est peut-être que comme le Ghana a perdu, le Ghana est éliminé, on dira que certainement Otto Addo a démissionné parce que le Ghana n'a pas pu franchir l'étape des phases de poule. Mais je crois que cet entraîneur a dit clairement qu'après ce mondial, il quittait la tête de l'encadrement technique du Ghana et qu'il allait aller se consacrer à d'autres choses en Allemagne. Et donc je crois que naturellement son équipe a échoué, donc il a précipité sa décision. Non, c'est pas. Moi, je ne dirais pas qu'il a précipité, même si on dit la même chose, mais je pense que c'est un acte responsable. C'est ça, c'est un acte responsable. Pas parce qu'il a démissionné. Je vous lis sa déclaration. Oui. Il dit ceci: il était clair que je prendrais ma retraite après la Coupe du Monde. Ma famille et moi voyons notre avenir en Allemagne. J'aime mon rôle à Dortmund. Même si nous avions gagné la Coupe du Monde, cela aurait été la fin. C'est une décision familiale. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré à l'issue de la défaite 0-2 face à l'Uruguay. Ok, mais ça, il n'en est pas moins que ça reste toujours une décision responsable. Parce qu'il démissionne aujourd'hui, ça veut dire que s'il a jusqu'en finale qui gagne, la fédération ghanéenne ou bien le président de la République au Ghana pourrait lui demander de rester. C'est parce qu'on n'a pas encore vu, même en Côte d'Ivoire. Je veux dire que c'est toujours bien quand on est responsable d'une sélection et qu'on perd de cette façon. La responsabilité voudrait que tu démissionnes, même si tu devais rester. Même si tu avais envie de rester. Voilà ce que je salue. Au-delà de son projet, voilà ce que je salue. Mais je ne pense pas que si le Ghana avait montré une belle figure dans cette compétition, si les Ghanéens étaient arrivés en 8e de finale, même en quart de finale, qu'il avait un véritable projet qu'il avait écrit, qui disent que, bon, je démissionne à partir des quarts de finale, mais des demi-finales, que la fédération ghanéenne le laisserait comme ça. Ils auraient fait mains et pieds pour lui dire, au nom de ta nation que tu dis que tu aimes, reviens pour diriger l'équipe nationale. Ils n'auraient pas dit non. Je suis convaincu de cela. Et il a eu la même déclaration que Roberto Martinez, hein, le sélectionneur belge, qui a dit que lui aussi, à un moment donné, il s'est dit qu'aprça la Coupe du Monde, ça sera la fin. Je me demande si ce ne sont pas des déclarations ici pour sauver certaines apparences. C'est pour ça. Même je ne crois pas. On va écouter Héraclide. On va écouter Héraclide. Alors, je peux comprendre qu'effectivement, avoir une vie de sélectionneur, c'est compliqué. Surtout quand on a eu une vie en Allemagne ou ailleurs. Quand on arrive dans une sélection, on a les enfants, on a l'épouse, etc. Ça peut être compliqué d'arriver et de
pour ceux qui vivent en tout cas sur le continent, je peux comprendre cette partie-là. Mais c'est très facile de se cacher derrière ce genre d'excuses. Et encore une fois, je réitère, ce n'est pas à chaque fois qu'on perd une compétition. Surtout nous, ici sur le continent, on doit travailler sur la durée. Il faut qu'on ait des sélectionneurs qui restent sur la durée avec nous pour pouvoir vraiment rapporter de cette jeunesse et évoluer et grandir avec cette jeunesse. Comme à l'UECC. Exactement, exactement. Il pensait aller remporter cette Coupe du Monde. Quand même. Mais il aurait pu travailler pour gagner la CAN. En fait, ce que je veux dire, je dis que souvent, c'est vrai, il faut faire des polémiques, des débats. Mais dans le cas, c'est avant ce mondial qu'il a dit clairement que, quel que soit le résultat, il allait passer à autre chose, il allait aller en Allemagne. Et là, il vient de le dire, je l'ai dit avant. Donc c'est clair, il ne faut pas spéculer pour spéculer. Oui. Je pense qu'il existe. Oui, mais... Monsieur Hervé Renard a gagné la CAN à la Côte d'Ivoire. On lui a fait toutes les propositions ici. Mais il a préféré aller voir ailleurs. Donc il y a des techniciens, je me rappelle du technicien ghanéen qui a gagné la Coupe des vainqueurs de Coupe AL Africa en 92. Mais il a reçu toutes les propositions de Simplice Zinso, l'ancien président de l'Africa, mais il a dit, Monsieur le Président, là où je suis arrivé, je suis plus convaincu de rester en haut, donc je préfère partir. Donc il y a des techniciens comme ça. Ballot. Oui, mais je me demande, parce que la question qu'on se pose, est-ce qu'il n'aurait pas changé d'avis en cas de résultat positif? Je prends l'exemple. Il est toujours sous contrat avec Dortmund. Oui, une hypothèse. Si le Ghana arrivait en finale de Coupe du Monde, chose inédite dans l'histoire du pays, dans l'histoire de tout un continent, est-ce qu'il n'aurait pas changé d'avis? En tout cas, c'est vrai, hein, je ne doute pas de la sincérité de sa déclaration d'avant Coupe du Monde, mais ce qu'on est en train de dire, peut-être que cette élimination l'a conforté dans une décision. Dans sa décision. Voilà. Allez, un mot, Dago Charles, selon vous, qui qualifie cette élimination du Ghana. Pardon? Un seul mot qui... écoutez, c'est le penalty manqué d'Ayew. Pour moi, c'est le tournant de ce match. Pour moi, c'est le tournant du match. Voilà. Je pense que si ça avait été un autre joueur qui avait manqué le penalty, je pense que leur énergie aurait été peut-être différente. Oui. Mais là, André Ayew a une place énorme. Il manque. Ça tue l'équipe. C'est fini. Oui, et justement, il faut souligner que la défense aussi n'a pas été au rendez-vous. J'ai noté quelques points saillants du match. À la 64e minute, où l'Uruguay arrive à combiner dans une défense assez... Ça, après le pénalty. Oui, justement, je suis d'accord avec vous. Mais pour dire que après le pénalty... je suis en train de mettre le point sur les compartiments qui se sont complètement écroulés. C'est-à-dire la défense est complètement à la rue. Au niveau de l'attaque, ils étaient en panne d'inspiration jusqu'à la 68e minute. C'est-à-dire que les occasions étaient de plus en plus tardives dans le match. 68e, 78e, 81e Kudus, 78e Semenyo, 84e, 91e. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, le pénalty... les a déstabilisé, c'est dommage. Je pense que l'équipe du Ghana a déjoué et puis l'équipe d'Uruguay a fait le boulot. Parce qu'il faut reconnaître que lors de la première mi-temps, où l'Uruguay a marqué ses buts, ils ont littéralement dominé cette équipe du Ghana. Et après ça, naturellement, l'Uruguay qui revient, qui sait qu'elle tient le match, elle laisse la possession du ballon au Ghana et puis elle contrôle le match, c'est tout. C'est ce à quoi on a assisté ce soir. Et ce qui est dommage... on va parler un tout petit peu du Cameroun. Cameroun-Brésil. Oui, mais avant le Cameroun, ce qui est dommage, c'est qu'on peut faire un parallèle entre le Ghana et l'équipe d'Allemagne. C'est-à-dire que le Ghana est éliminé au premier tour de la CAN et est éliminé encore au premier tour de la Coupe du Monde. Pour l'Allemagne, c'est 2 Coupes du Monde consécutives. Mais ce qu'il faut savoir par rapport au passé de ces deux équipes, c'est que ce sont les 2 équipes régulières dans l'histoire de leur football. Le Ghana régulièrement en demi-finale de CAN, voire en finale, qui a perdu certaines finales. L'Allemagne également, qui a perdu beaucoup de finales de Coupe du Monde, beaucoup de demi-finales. Et on a l'impression que c'est une fin de cycle pour ces 2 nations du football. On espère que ces 2 nations vont vite rebondir. Dago Charles, vous semblez être d'accord avec... Ah oui, je suis entièrement d'accord. C'est une fin de cycle pour le Ghana. Ayew et son frère et cette bande-là de copains, voilà, ils sont là, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'ils sont au plus haut niveau. Donc oui, c'est une fin de cycle, c'est dommage. Mais moi, je suis convaincu qu'ils auraient marqué ce pénalty-là et que le Moura aurait été boosté et que ces Uruguayens ne rentreraient pas dans la partie. Mais malheureusement, c'est ça le foot. Héraclide, derrière, Cameroun 1, Brésil 0. On me dira, c'est l'équipe C. N'en demeure pas moins que le Cameroun est battu. Le Brésil, commentaire.
Le Cameroun a battu le Brésil. Voilà. Même si on Aboubacar a marqué, même s'il est sorti juste après, mais il a fait son boulot. Ouais. Le Cameroun a battu le Brésil. On aurait aimé voir cette équipe-là un peu plus loin, le Cameroun, avec cette fougue-là. Impossible n'est pas camerounais, ce dicton-là qu'on entend un tout petit peu tout le temps. Oui, c'est vrai. Après son deuxième match, je pense que le Cameroun a montré qu'elle avait une force de caractère. Oui. Et cela, on l'a vu d'abord lors de sa CAN. Elle était menée lors du match de classement 3-0. Et elle a remonté le score et elle a fini par l'emporter au finish. Et à Blida, lors des éliminatoires, le Cameroun a perdu à domicile. Ouais. On ne comptait plus sur ce Cameroun-là. Ils sont allés en Algérie, ils se sont qualifiés. Et donc, je crois que malheureusement, le Cameroun s'arrête là. Mais je crois que la pression qui a été mise par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, pour moi, est à l'origine de ce qui se passe. Parce que quand on regarde que l'Afrique n'a jamais franchi le cap des quarts de finale d'un mondial, parce que toutes les équipes, les 3 équipes qui ont pu atteindre les quarts de finale, et venir dire que ce Cameroun-là, qui n'a pas pu gagner sa CAN à domicile, va au Qatar pour gagner le mondial, je pense que c'est un peu rêvé. Oui, c'est vrai, le rêve n'est pas interdit, oui, mais je pense que c'était un peu rêvé. Et aujourd'hui, on voit les limites du Cameroun, et donc c'est désolant. C'était juste pour booster le moral de ces garçons. Ça se dit. Et la mais attends, il faut être réaliste, monsieur Sabochal. Je suis pas non, sûr. quand on va à une compétition, on va pour la gagner. On ne va pas non plus aller dire à la compétition pour dire que nous, on va se balader. Avec Team Racing. Voilà, donc ça aussi, il faut le comprendre. Maintenant, autre chose pour moi, il faut que le Cameroun arrête avec tout ce qui est palabre autour, tout ce qui est non-événement, non essentiel. Ça fait des années que le Cameroun nous habitue à toujours, à des feuilletons, toujours autour de l'équipe nationale. Exactement. Ça doit s'arrêter. S'ils veulent vraiment devenir une grande nation de football, parce qu'ils le sont certes, mais généralement de la mauvaise des manières. En pleine Coupe du Monde, on vit des joueurs. Il y a trop de choses qui sont toujours dites autour de l'équipe nationale du Cameroun. Je suis convaincu qu'ils y arriveront le jour où ils ménageront très bien l'environnement de cette équipe nationale-là. Est-ce que vous pensez qu'avec le sélectionneur Rigobert Song, cette équipe-là peut progresser, Héraclide? Non. Non? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, comme disait Dago Charles, il y a trop d'ego dans cette sélection. C'est beaucoup de novellas, c'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup de joueurs avec des égos surdimensionnés. Une sélection ne peut pas avancer. Puis, lorsqu'on voit en plus les dires du sélectionneur, je suis désolée, mais c'est trop. Et quand c'est trop, c'est trop, c'est trop. Comme il le disait précédemment, lorsqu'on est trop confiant et lorsqu'on... Ce que le président Samuel Eto'o a dit, c'est perçu en fait comme de l'ego surdimensionné et pas comme booster son équipe pour qu'elle puisse atteindre en tout cas un palier, même si ce n'est pas gagner la Coupe du Monde, mais au moins passer les huitièmes, passer les quarts. C'est trop. Et pour beaucoup de ces joueurs en sélection, c'est rajouter de la pression là où il y a déjà de la pression en jouant une Coupe du Monde. Ça donne le résultat qui est là. Oui, et moi, ce que je n'ai pas aimé dans cette équipe, au-delà de l'ambiance, c'est son omniprésence de Samuel Eto'o. Moi, j'estime qu'il a un peu attiré trop la lumière. Le rôle d'un président, c'est d'être en retrait, de motiver, certes, de donner un message d'espoir, de motivation, de boost, mais c'est d'être un peu en retrait. Je pense qu'il a fait un peu... nous a fait du Samuel Eto'o, c'est-à-dire Samuel Eto'o bling-bling, à Starmania, toujours au devant. Moi, ça m'a gêné. Maintenant, après, je pense que chacun a son management, chacun a sa vision de ce que c'est que diriger une fédération, de ce que c'est qu'accompagner une équipe. S'il estime que se mettre en avant comme ça ne met pas une pression supplémentaire sur les épaules de ses joueurs, il n'y a pas de souci. Il y a cette déclaration quand même incroyable dans une vidéo où il promet une certaine somme d'argent en cas de qualification. Je pense que tout ne s'achète pas aussi avec de l'argent, mais déjà, il faut reconnaître qu'en termes de politique générale, ça c'est autre chose, je fais une petite digression, en termes de politique générale de la Fédération camerounaise, il a apporté beaucoup, il a fait tout ce qui est en son pouvoir, il a tout mis en œuvre pour que cette équipe-là soit à l'aise. Et je pense que le Cameroun force le respect, quoi qu'on dise, ce n'est pas le meilleur potentiel actuel du football africain, en termes d'individualité, en termes collectifs,
mais ils arrivent à chaque fois à démentir, à faire déjouer plutôt les pronostics et à nous surprendre à chaque fois. Eh bien, moi, je pense que Eto'o, il en fait un peu trop. Il en fait un peu trop. Parce qu'on ne dit pas beaucoup de choses. Dans les vestiaires, Eto'o, avant que cette équipe n'aille au Qatar, on nous a dit, on a appris que c'est lui qui avait fait la sélection. Ça, c'est d'abord un premier problème. Et même le problème qui est arrivé à Onana, Samuel est encore derrière. Monsieur le président de l'Africafoot. Est-ce que ce n'est pas un peu grave? Donc, je crois que c'est vrai, il a été un grand joueur. On peut transmettre sa fougue, ou bien ses envies, ses ambitions à des joueurs d'une équipe, mais il ne faut pas se substituer aux gens qui sont dans l'équipe, mais qui doivent diriger l'équipe. Et je pense que Samuel Eto'o vraiment pose un problème au lieu d'être la solution de l'équipe du Cameroun. Dago Charles. C'est de l'apprentissage, c'est de la fougue. Il faut comprendre sa jeunesse. Et Samuel aussi, il est très jeune. Voilà. Et donc, il vient à peine d'arrêter aussi de jouer au foot. Il a rêvé avec son groupe de remporter la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, tout et tout. Et là, il est en train d'apprendre sur le terrain. Il réalise qu'il y a ce qu'on dit, il y a les rêves qu'on nourrit, et puis il y a les réalités, il y a la gestion. C'est pour cela que généralement, on parle de gestion des hommes. Il faut pouvoir gérer les hommes. Et là, c'est sa première gestion des hommes au niveau du foot. Il sait, il a été footballeur, il n'est plus dans la peau du footballeur. On a l'impression, on a donné l'impression d'être toujours ce footballeur-là, porte-parole des anciens, tout et tout. Mais il va revenir sur terre progressivement. Et puis voilà, il va prendre beaucoup plus de retrait par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, bravo à cette équipe camerounaise qui nous a fait rêver jusqu'à l'instant où nous étions assis là. Nous croyons encore que le Cameroun pouvait... C'est ça. Et l'espoir faisant vivre, ben, j'espère que les choses vont bien se passer pour lui bientôt. En tout cas, le Maroc et le Sénégal poursuivent l'aventure. On prendra beaucoup de plaisir à les suivre. Allez, nous allons passer à présent à notre rubrique « Le fait du jour ». Le premier tour de la Coupe du Monde 2022 s'est achevé ce soir avec son lot de surprises et d'émotions. Il y a des leçons à tirer aussi bien au niveau statistique qu'au plan du jeu. Nous allons essayer de faire un petit bilan à ce stade de la compétition. Et je profite pour ouvrir le téléphone car nous avons une question fil rouge, notre question LGT, concernant bien sûr le Mondial 2022. Croyez-vous aux chances des représentants africains au second tour? Plus 225, 27, 21, 59. 93 99. Je vois déjà des réactions sur la page Facebook de la 3. Bah, c'est bien, continuez tout simplement si vous souhaitez nous écrire. Alors, mesdames, messieurs, pour commencer, que peut-on retenir de la participation africaine dans cette phase de poule? Ben, on l'a déjà dit, on a 2 qualifiés et 3 éliminés. Voilà, on a 2 qualifiés et force est de reconnaître quand même que ces 2 qualifiés-là nous ont représentés dignement. Le Sénégal, pour moi, a gardé son rang, son statut, champion d'Afrique, numéro 1 africain. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un très beau qualifié, pour moi, le Sénégal. D'accord, Malo? Moi, je retiens que le football africain progresse. Je pense que je ne trouve plus mûr tactiquement. C'est vrai qu'on a toujours eu certaines qualités athlétiques, mais tactiquement, je pense qu'on est un peu plus mûr. Et je pense que c'est vrai qu'on a 2 qualifiés qui font bonne figure, surtout le Maroc. Mais il faut savoir que les 2 éliminants ont quand même tenu la dragée haute à des sélections tout de même du haut niveau. On a le Ghana qui a tenu tête au Portugal. On a le Cameroun qui a battu le Brésil. Donc je pense que c'est un espoir. Ça nous permet de nourrir un espoir intéressant pour la suite, pour l'avenir. Ce qui veut dire que ça prouve que l'Afrique a un gros potentiel, que ce potentiel est en train de grandir, sauf qu'il reste à structurer tout ceci. Voilà, donc il faut organiser. Si on s'organise, qu'on structure tout ceci, peut-être qu'un pays africain pourra remporter la Coupe du Monde dans 8 ans. Pour moi, le fait, c'est que le Maroc a terminé premier de sa poule avec 7 points. Et le Maroc a fait mieux que le Nigeria en 1998, qui avait terminé premier de sa poule. Donc, ça veut dire quelque part, comme il a dit, que le football africain devient performant. Et puis, parlant du Sénégal, effectivement, le Sénégal a confirmé son statut de champion d'Afrique.
oui, en se qualifiant pour les 8e de finale, ben, la Tunisie n'a pas rugi parce que la Tunisie a battu le champion du monde en titre, qui est la France. Et puis bon, là, ce soir, le Cameroun, malgré son élimination précoce, a battu le Brésil. Et c'est pas, je crois qu'il n'y a pas assez de nations africaines qui ont battu ce Brésil-là. Donc, je crois que pour l'essentiel, je crois que les équipes africaines, si elles se disciplinent, si elles ne jouent pas à l'instinct, je crois que pour le prochain mondial, l'Afrique pourra aller plus loin. Monsieur Sankara nous appelle de Kounfao. Bonsoir, monsieur Sankara. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci de rejoindre la team. Oui. D'accord. Alors, comment vous réagissez face à notre question LGT que je reprends pour vous, mais derrière, éteignez la télé ou diminuez le poste téléviseur. Croyez-vous aux chances des représentants africains au second tour? Oui, je crois un tout petit peu. Je crois un tout petit peu, mais c'est que j'ai l'impression que nos équipes africaines ont peur, qu'ils ne se donnent pas comme il le faut. Oui. Or, pourtant, ce qui me fait un peu mal, c'est que c'est les mêmes joueurs qu'on retrouve en Europe qui se donnent à fond. Et que lorsque ces équipes-là croisent les équipes européennes ou bien asiatiques, ils sont un peu tétanisés. Voilà. Donc, selon moi, ils doivent plus se donner, quoi. D'accord. Voilà, c'est des équipes, c'est des grands joueurs. On remarque que même avec l'absence de Sadio Mané au Sénégal, voilà, cette équipe est très bonne et elle doit se donner plus. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Sankara. Oui, merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Ok, merci. À vous de même. Allez, sur la page Facebook de la 3, M. Koulibaly, Hatem Demsi écrit ceci, il ne met pas une pièce sur le Maroc, mais il pense que le Sénégal face à l'Angleterre a grandement ses chances, car selon lui, Gareth Southgate n'est pas un bon coach pour les Three Lions. Donc il voit un exploit des champions d'Afrique face à cette équipe d'Angleterre. Héraclide, votre petit bilan après ce premier tour-là qui s'est achevé il y a quelques minutes seulement. Moi, j'ai été agréablement surprise même si j'aime pas ce terme, mais des équipes qu'on n'attendait pas, notamment l'Arabie Saoudite, qui a fait sa phase de poule, mais la tête haute. Ils n'ont pas faibli mentalement, ils ont tenu les instructions de coach, d'Hervé Renard. J'ai aimé ça a été une découverte pour moi. J'avais pas l'habitude forcément de m'attarder sur l'Arabie Saoudite ou sur le Japon ou la Corée, mais là, lorsqu'on voit l'énergie, cette envie de gagner, vraiment, moi j'ai passé une phase de poule incroyable. Et puis les 4 matchs par jour, c'était excellent. D'accord, c'est bien noté. Mondial 2022, croyez-vous aux chances des représentants africains au second tour? Eh bien, notre équipe de reportage a pu recueillir des avis. On vous les propose maintenant. Suivons tout simplement ensemble. Je crois à la qualification au deuxième tour des pays africains. Il y a le Maroc qui est bien parti et puis le Sénégal aussi. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne dans tous les cas. Que ce soit le Maroc ou le Sénégal, c'est l'Afrique qui gagne. J'y crois au deuxième tour des pays africains. Oui, pour moi, les chances des représentants africains au second tour, je crois qu'on peut faire quelque chose. Vu comment le Sénégal s'est battu pour pouvoir se qualifier pour le second tour, s'ils ne tombent pas sur ils continuent de jouer le même football qu'on a connu, je crois qu'ils peuvent aller encore plus loin. On continue de supporter à fond et on espère qu'ils iront plus loin. Bon, pour moi, les pays africains peuvent arriver loin au mondial si d'abord, de façon positive, ils puissent rester calmes. Ça, c'est d'abord le premier point. Pour dire que le mondial, tout le monde peut gagner. Il n'y a pas une équipe qui est faible au mondial. Tout le monde est égal dans le jeu. Voilà, donc ça va d'abord, il faut qu'il y ait la confiance entre les pays africains, c'est-à-dire monter réellement à la diaspora européenne que l'Afrique peut aller loin dans ce mondial. Donc tout va dépendre de leur jeu et puis la croyance entre eux au fait. Et puis on verra la suite du programme. Mais pour moi, un pays africain peut aller très loin.
Si vraiment ils sont soudés, ça peut aller. Merci. Et pour ma part, en tout cas, je peux dire que j'ai confiance en les équipes africaines pour le deuxième tour. Par rapport à ce qu'on a eu à voir globalement pour les matchs de poule, je pense que nous avons un peu de chance. Et si on se donne à fond, on peut aller vraiment de l'avant pour cette fois-ci. On peut même arriver, pour moi en tout cas en demi-finale ou en finale, c'est possible d'avoir des équipes africaines. Avec un peu plus de chance et avec le travail. Et pour ce qu'on a vu des matchs de poule, vraiment, je pense qu'on peut y arriver. On peut arriver loin cette fois-ci. Ouais, les chances des équipes africaines au mondial, moi j'y crois. Parce que de nos jours, le football, c'est vrai qu'il y a l'expérience, mais il y a le facteur chance aussi. Hein. Voilà, on a vu les équipes comme l'Arabie Saoudite gagner l'Argentine, qui est une grande nation de foot. Donc, les équipes africaines, il y a non seulement l'expérience, et on peut compter sur la chance aussi. Et je souhaite bonne chance aux équipes africaines. Allez, en tout cas, tous derrière le Maroc et le Sénégal. Toujours concernant notre question LGT, Monsieur Kouassi Batelemi, il nous appelle de Vavois. Bonsoir, Monsieur Kouassi. Monsieur. Allô? Oui, allô? Vous allez bien? Très bien, merci. D'accord. Alors, quel est votre avis concernant notre question LGT? Bon, il faut dire qu'il y a une évolution du football africain. On voulait féliciter d'abord les équipes africaines. Et il faut dire que, mais dans tout ça, on a une mauvaise gestion des matchs. Okay. Mais je pense que avec ce qu'on a vu, le Cameroun contre le Brésil, la Tunisie contre la France, donc il n'y a plus de peur. Il ne devait plus avoir de peur au niveau des équipes africaines. Parce que toutes ces grandes nations sont tombées. Donc moi je pense que l'avenir est prometteur. D'accord. Allez, précis, concis et clair. Merci beaucoup. Et bien de choses à la population de Vavois, tout simplement. Merci, merci. Notre question LGT, croyez-vous aux chances des représentants africains au second tour? C'est notre question de ce soir. Monsieur Charles Alain Digueux sur la page Facebook, oui, oui et oui, même si nous sommes un peu inquiets pour la FIFA et ses arbitres. Bon, là c'est un autre débat. Allez, Dago Charles, au regard du nombre de buts marqués et des victoires auxquelles nous assistons, est-ce que vous pensez qu'on tend vers la Coupe du Monde la plus offensive, même si on n'a pas forcément calé les chiffres pour aujourd'hui? Espérons-le, dans la mesure où les uns et les autres ont tenté de décrier, de boycotter cette Coupe du Monde. Donc espérons que le spectacle soit toujours au rendez-vous, comme ce fut le cas durant ce premier tour. On a eu beaucoup de buts et de beaux buts. Je pense au but de Richarlison, je pense au but de Vincent Baka. Voilà, espérons d'avoir beaucoup de buts, parce que c'est pour le spectacle que nous regardons la Coupe du Monde. C'est tout ce que je peux souhaiter. Maintenant, réalisons qu'à partir des huitièmes de finale, les matchs deviennent hautement tactiques. Un seul but suffit pour le bonheur d'une équipe. Voilà, donc tous les buts en général, on les marque durant les phases de groupe. Et puis après les huitièmes et les quarts de finale, c'est beaucoup plus serré. Mais comme nous avons des grands attaquants comme Messi, Cristiano Ronaldo et autres qui sont encore dans la partie, espérons avoir beaucoup de buts pour le bonheur du public. Balo? Moi, je m'attends surtout à des prolongations par rapport à ces huitièmes de finale. Je suppose que dans certaines rencontres, on aura des prolongations, on aura des matchs serrés, on aura un bon Espagne-Maroc, deux équipes qui produisent du beau football. C'est sûr que ça sera un régal technique pour ce Maroc-Espagne. Walid Regragui pourra nous montrer encore de quoi il est capable face à un Luis Enrique qui, faut le rappeler, qui a mené cette équipe du Barça à remporter sa Ligue des Champions. Donc il sait faire gagner des équipes. Donc voilà, il y a quand même de belles affiches. Il y a cette équipe japonaise là aussi qui va affronter la Croatie, pour moi qui est favorite, même si la Croatie n'a pas encore dit son dernier mot. Mais le Japon bat l'Allemagne, bat l'Espagne. Ils sont sur une bonne dynamique et il faut faire attention à ces Japonais. Un autre tour à l'intérieur du pays, tabou plus précisément. Monsieur Kwame Mathieu nous y attend tout simplement. Bonsoir Monsieur Kwame. Oui, bonsoir monsieur. Bienvenue sur la 3. Oui, merci. Allez, croyez-vous aux chances des représentants africains au second tour? Oh, vraiment, je crois beaucoup. Voilà, je crois beaucoup parce qu'il faut dire que le football africain commence à avancer un peu petit à petit. Voilà, si on a déjà eu le Sénégal qui est déjà qualifié, le Maroc, et ce soir même avec la belle prestation du Cameroun, vraiment, en tout cas, moi, vraiment, j'y crois beaucoup.
Donc vous misez une pièce sur les deux représentants. Hein. Oh, vraiment, en tout cas, je mise beaucoup. Surtout sur l'équipe du Sénégal. Voilà, malgré l'absence de Sadio Mané, mais vraiment, en tout cas, il faut dire que vraiment, en tout cas, ils font de bonnes choses. Donc, vraiment, en tout cas, j'y crois. Cette année-là, vraiment, on ira très loin. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Kwame. Merci, je suis très content même ce soir. Et merci de nous communiquer votre joie. Oui, on a battu le Brésil. Voilà. C'était monsieur Kwame, Mathieu, qui nous a appelé de Tabou. Vous pouvez faire pareil. Notre question LGT concerne le mondial 2022. Croyez-vous aux chances des représentants africains au second tour? Martial Gorou, quelle équipe vous a impressionné dans l'optique de la victoire finale? Bon, moi, pour l'instant, je pense que l'Angleterre, c'est vrai, a un petit problème au niveau défensif, mais je crois que c'est une équipe qui tactiquement est assise. L'Angleterre qui sera face au Sénégal. Voilà, et donc je crois que c'est un client sérieux pour le Sénégal. Je ne vais pas forcément prendre l'avis de tout le monde sur ça, mais j'aimerais qu'on parte plus sur les individualités des joueurs qui ont tiré clairement leur épingle du jeu, même si l'équipe est tombée ou même si l'équipe continue, tout ça, enfin globalement dans dans ce premier tour-là, Dago Charles. Moi, c'est Papsa, je crois. Du Sénégal. Du Sénégal. Sarr, oui. Sarr, celui qui m'a impressionné. Ismaël Assar ou Ismaël Assar, Ismaël Assar. Ismaël Assar, celui qui m'a impressionné, ce jeune homme-là, parce que déjà lors de la dernière Coupe d'Afrique, on l'avait senti blessé. Quand il était revenu, il avait remporté ce plus-là, il avait été ce plus-là qui a accompagné Sadio Mané à remporter ce tournoi. Et là, à l'absence de Sadio Mané, c'est lui qui réussit tous les duels, les vis-à-vis, devant n'importe quel défenseur. Et donc, pour moi, c'est lui qui fait concéder le pénalty aux adversaires. Donc, pour moi, c'est ce garçon-là. Il n'a pas peur. Et en général, quand on a des joueurs comme ça, on peut, avec eux, rêver d'aller plus loin. Héraclide, votre coup de cœur? Théo Hernandez. Voilà. De la France? De la France, oui. Qui remplace son frère? Qui remplace son frère. Donc, déjà, c'est pas facile de remplacer son frère, mais j'ai beaucoup aimé cette énergie qu'il apporte au jeu, cette rapidité sur le couloir. Non, vraiment magnifique. Dalo? Mohamed Kudus, du Ghana. Beau potentiel technique, un joueur assez véloce. Déjà, je pense qu'il y a certains clubs européens qui le courtisent. C'est l'avenir du football ghanéen, du football africain. Donc, ouais, ça, c'est un joueur qui m'a beaucoup tapé à l'œil. Martial? Kylian Mbappé. Oui, je pense qu'il a changé de statut, tout jeune, mais aujourd'hui, il est devenu le leader technique de cette équipe de France. Et je l'espère, qu'il va vraiment conduire la France sur le toit du monde, au soir du 18 décembre prochain. En tout cas, Didier Deschamps disait dans une interview récente concernant Kylian Mbappé qu'il n'avait pas d'ego, qu'il jouait pour le groupe. Je dis ça, je dis rien. Allez, concernant notre question LGT, Mondial 2022, croyez-vous aux chances des représentants africains au second tour? Vous pouvez toujours nous appeler. Allez, Daniel Angsongolo, il écrit ceci: moi, je crois, le Sénégal et le Maroc iront jusqu'en demi-finale. Il a dit, c'est son pronostic tout simplement. Par contre, Charom écrit ceci: moi je ne crois pas du tout. Tout ça, ils seront éliminés en 8e. C'est dommage. C'est dommage. On est optimiste de notre côté. On va voir ensemble justement le programme de ces 8e de finale. Allez, le programme complet, on l'a tout simplement. La France. D'abord, Pays-Bas, États-Unis, voilà. Demain. Oui, c'est déjà demain. Argentine, Australie. Le dimanche, Angleterre, Sénégal. France, Pologne. Le lundi 5 décembre 2022, Japon, Croatie. Brésil, Corée du Sud. Et le mardi 6 décembre, Maroc, Espagne, Portugal, Suisse, à partir de 19h. Les taux se resserrent. On tend déjà vers la fin de cette compétition. Dago Charles, on suivra forcément les affiches de nos représentants, Sénégal et également le Maroc. Au-delà de tout ça, quelle affiche vous paraît plus attrayante?
toutes les affiches. C'était une question à dessein. Le spectacle sera au rendez-vous durant toutes ces rencontres-là. Quand je réalise un match Brésil, Corée du Sud. Je pense que les Brésiliens sont jeunes. Je pense qu'il aura de la course dans ce match-là. Avec des Coréens qui ne rechignent pas de qui ne lâchent pas du tout. On verra. On va se faire un plus calé dans quelques instants seulement, mais derrière, assez rapidement, commentaire par rapport aux affiches des huitièmes. Vraiment, je vois un peu Pays-Bas, États-Unis. J'aime bien cette volonté, cette envie de jouer des États-Unis, mais attention aux Pays-Bas parce que face au Sénégal, ils ont eu 3 tirs cadrés, ils ont marqué 2 buts. Donc c'est une équipe très efficace. Donc attention aux États-Unis. Et un match piège pour le Portugal, la Suisse qui est en passe de rééditer ce qu'elle a fait lors de l'Euro, c'est-à-dire en sortant la France. Donc attention aux Portugais. Héraclide. On va parler tous les matchs. Ça va être un spectacle énorme les 4 prochains jours. Brésil-Corée du Sud, 100%, c'est un match que je vais regarder, c'est sûr. France-Pologne, je vais regarder pour le travail. Et Angleterre-Sénégal, bon. Le match qui pour moi, qui n'est pas trop intense, c'est Japon-Croatie. Voilà. Ah ouais? Voilà, pour moi, je le trouve pas trop intense, quoi. D'accord, mais on retrouvera de l'électricité dans tous les autres matchs, ça c'est sûr, c'est sûr. Allez, le plus calé, on y va, tout simplement. J'en connais sur ce plateau qui n'aime pas beaucoup le plus calé. Pourtant, quand il gagne, il jubile. Je dis ça, je ne dis rien. Allez, notre plus calé d'aujourd'hui pour la DER des DER concerne le Maroc, donc spécial Maroc. On va commencer. Quel joueur détient le record de sélection avec l'équipe du Maroc? A. Nourdine Naïbet. B. Badou Zaki. Aziz Bouderbala. Aucune idée. Répète-moi. Nourdine Naïbet. B. Badou Zaki. C. Aziz Bouderbala. B. J'ai du A. Balou part avec le point. Nourdine avec 115 sélections devant Ahmed Faras. 94 sélections et Youssef Safri, 79, Badou et Bouderbala comptent chacun 78 sélections. Du Maroc. La deuxième question, combien de participations compte le Maroc en Coupe du Monde? A, 5, B, 6, C, 7. Combien de participations compte le Maroc en Coupe du Monde? A, 5, B, 6, C, 7. J'ai du B, j'ai du A. La bonne réponse, B, 6. Donc, en 1970, en 1986, en 1994, en 1998, 2018 et 2022. Voilà. Troisième question. En quelle année le Maroc a-t-il remporté sa première CAN? A, 1976. B, 1978. C, 1970. Allô? B. Dagouchar, là, la bonne réponse. 1976, à ce jour, la seule CAN au palmarès du Maroc. Face au Mali, non? La quatrième question. Lequel de ces joueurs marocains n'a pas été ballon d'or africain? A. Mohamed Timoumi. B. Youssouf Hadji. C. Ahmed Faras. Lequel de ces joueurs marocains n'a pas été ballon d'or africain? En même temps. C'est la bonne réponse. C. J'ai du A, j'ai du C. Personne n'a le point. La réponse Youssef B. Hadji. Youssef Hadji. 4 Marocains ont remporté cette distinction. Ahmed Faras en 1975, Mohamed Timoumi en 1985, Zaki Badou en 1986 et Mustapha Hadji en 1998. Ah, son frère. Ah, voilà. La cinquième question. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection marocaine? A. Youssouf Hadji. B. Mary Klimo. C. Ahmed Faras. Bon. J'ai du A, j'ai du C. Martial a le point.
Oui, c'est Ahmed Faras avec 45 buts, devant Salah Eddine, Bassir, 27 buts, et Camacho, 19 buts. Hadji et Crimo comptent respectivement 12 et 5 buts. Qui repart avec le trophée virtuel aujourd'hui? Égalité. Ouais, mais je sais pas si c'est... Non, c'est toi. C'est la hausse. Égalité. C'est un trophée virtuel, bien chaud, là. Et voilà, égalité, oui, entre Martial et Ballot. Derrière, c'est sur cette note d'humour, oui, qu'on va se dire au revoir. C'est la der des der. Héraclide, merci beaucoup d'être passé. Dago Charles, bah à bientôt. Même si vous n'aimez pas mon trophée virtuel. Ballot, je vais remporter un jour. Je remporterai ça va le faire. Il n'est pas fait Il n'est pas fait perdre. Je l'ai déjà remporté, je ne sais pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci tout simplement de rester sur la 3. La chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Oui, je reprends. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre 3 fois plus.